Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je suis excitée, stressée, c'est un mélange un peu bizarre. Ça fait bientôt 1 an que je n'ai pas publié de vidéo et que je n'en ai pas tourné. Enfin, en vérité, j'en ai tourné quelques-unes, mais je n'ai jamais réussi à les poster. Je pense que j'avais juste peur d'abandonner dès la prochaine vidéo parce que je n'avais pas suffisamment de temps. Bref, entre-temps, j'ai fini mes études et j'ai désormais du temps à consacrer à la création de vidéos. Du coup, c'est parti pour reprendre un bon rythme. Aujourd'hui, je vous propose de faire le bilan, celui de mes lectures d'octobre. J'espère que cette vidéo enrichira votre wishlist et que vous découvrirez des pépites grâce à celle-ci. En tout cas, ce bilan regorge d'excellentes lectures, voire même de coups de cœur. Bref, on commence tout de suite. Bonne vidéo. Nous sommes en automne, il me semble que c'est la période idéale pour ce genre de lecture. Je vous propose de commencer par 2 cozy fantasy. C'est un genre que je connais un tout petit peu, notamment grâce à Emily Wilde, que j'avais absolument adoré. Pour être exact, le titre c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Un truc comme ça. C'est un énorme coup de cœur. Et la suite sort le 9 novembre. Je sais pas au moment où cette vidéo sera postée, s'il sera sorti. En tout cas, une virée librairie est prévue à ce jour pour pouvoir découvrir la suite. One eternity later. Bref, j'avais découvert la cozy fantasy avec ce titre et j'en ai découvert 2 nouveaux ce mois-ci et l'un est un coup de cœur, l'autre est encore en réflexion mais je pense qu'il penche très franchement vers le coup de cœur. Les 2 premiers livres dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Légende délatée de Travis Baldree. Baldree, je ne sais pas comment on prononce le nom de cet auteur mais mérite toute ma reconnaissance. Ce livre est incroyable. C'est moi. Je vérifiais, mais oui, effectivement, c'est ma meilleure lecture d'octobre, donc on commence absolument fort. Le second livre dont je vais vous parler juste après, il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires, qui m'a été offert par Lucie. Rêve de papier, je vous invite à aller faire un tour sur son Instagram, pépite. Et surtout, elle a d'excellents goûts de lecture, en témoigne son cadeau. Revenons à Légende délatée. Alors, pour faire très simple, la cozy fantasy, c'est de la fantasy, un autre monde imaginaire, mais dans celui-ci, il n'est pas question de combat, il n'est pas question de mariage et d'alliance politique, mais simplement de quelque chose de cosy, d'agréable, de mignon. C'est un résumé carrément bancal. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à mes recommandations cozy fantasy prochainement. Enfin je dis ça mais la vidéo, à chaque fois que je dis ça, ça disparaît. Mais si j'en fais une, je me renseignerai plus pour donner une définition plus exacte. Toujours est-il que ce titre fait partie de nombreuses sélections concernant la cozy fantasy. Et pour coup la promesse était présente. On est bien dans une fantasy et l'univers, l'ensemble est extrêmement cosy, agréable. Envie de le lire en buvant une tasse de thé, même si dans ce livre il est plutôt question de café. Dans Légende délatée, on suit Vic qui est une orque et elle est mercenaire. Alors là tout de suite ça sonne pas cozy fantasy, mais j'y viens. Vic, à travers ses périples et ses aventures, elle a eu l'occasion de goûter du café, quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Elle est rentrée dans un café et dans cette boutique elle a pu déguster ce breuvage et elle en est tombée follement amoureuse, voire même addicte. Et depuis elle nourrit un rêve, celui d'ouvrir son propre café. Alors Vic prend son courage à 2 mains et abandonne tout ce qu'elle sait de la vie de mercenaire pour ouvrir cette échoppe dont elle rêve et elle se lance sans rien y connaître. Elle embauche des gens un petit peu par-dessus l'épaule et en fait ses meilleurs amis. Bref, Vic semble avoir la bonne fortune de son côté puisque tout semble tourner à merveille et se passer absolument parfaitement. Elle s'est donc installée dans une petite ville, la ville de Twin. Personne ne connaît le café, personne n'a jamais connu de café dans le sens l'institution, le lieu pour en boire et elle se lance à corps perdu dans son entreprise et tout se passe bien comme je le disais jusqu'au jour où les hommes de main du Madrigal se pointent et lui demandent de l'argent. Si elle ne paye pas, eh bien son entreprise sera mise à sac. Vic redoute tout cela, mais elle tient bon. Elle est après tout une mercenaire et elle ne se laisse pas diriger par la peur. Seulement lorsqu'elle découvre qu'un de ses anciens compagnons avec qui elle n'était pas en très bons termes tourne autour de son café, eh bien les choses vont se bousculer. Si cette histoire tourne autour du café, il tourne aussi principalement autour des relations que construit Vic, notamment avec une succube qui va travailler dans ce café avec elle et qui va partager l'entier quotidien de Vic. C'est absolument adorable et cela fait énormément de bien. C'est le genre de lecture doudou, ça se lit très vite, c'est très facile à lire, il y a tout de même une intrigue même si l'ensemble de l'histoire en fait tourne autour de la création de ce café et les relations qu'entretient Vic avec toutes les personnes qui vont l'aider. Bref, j'ai adoré, enfin genre vraiment énorme coup de cœur et il y a un tome compagnon, j'ai un doute sur le titre, mais dès que j'ai fini de tourner cette vidéo, je vais l'acheter. Vraiment les objectifs de ma journée sont très précis, c'est tourner une vidéo et si j'y parviens et si je suis satisfaite, eh bien j'ai le droit de m'offrir le tome compagnon de ce livre qui a été un énorme coup de cœur. Du coup je l'ai lu pendant mon voyage et en vérité j'étais vraiment dégoûtée de ne pas avoir le tome compagnon parce que j'aurais aimé prolonger l'aventure dans cet univers tant je l'aimais, tant je m'y sentais bien. Du coup c'est un peu une récompense de pouvoir enfin aller acheter le tome 2, j'espère qu'il sera à la librairie, mais j'ai confiance. Du coup le second livre, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Song
Sangu Mandana et c'est publié aux éditions Lumen et ce livre est aussi une petite pépite de bienveillance et de douceur, même si ici, selon moi, il y a tout de même plus d'action et de rebondissement que dans le précédent que je vous ai présenté. Dans ce livre, nous suivons Mika Moon qui est une sorcière, mais du genre une véritable sorcière, bien que sur les réseaux sociaux, elle se fasse passer pour une sorcière factice en mettant en scène une magie qui n'est pas vraiment celle qu'elle possède. Puisque Mika elle a été élevée à faire profil bas, cacher sa magie et surtout de rester à l'écart des autres sorcières. Alors la jeune femme n'a pas vraiment d'attache, elle a l'habitude de déménager presque tout le temps, et ce jusqu'au jour où elle reçoit une offre d'emploi un peu spécifique, celle de devenir la professeure particulière de jeunes sorcières. Mika au début elle n'y croit pas à cette annonce, mais elle va tout de même y répondre puisqu'elle est suffisamment désespérée pour essayer de trouver un nouvel emploi. C'est là qu'elle va découvrir la maison de nulle part, une maison protégée par des sortilèges et surtout une maison qui habite 3 jeunes sorcières. Or Mika a été élevée par une grande sorcière, celle qui est responsable des sorcières de sa région, et celle-ci lui a toujours dit qu'il était impossible que plusieurs sorcières vivent au même endroit et surtout qu'elles fassent usage de la magie puisque une trop grosse concentration de magie ça pourrait révéler leur existence. Seulement Mika se rend vite compte que la maison de nulle part elle a quelque chose de particulier qui sont ses habitants. Parce que la maison de nulle part il n'y a pas que ces 3 jeunes sorcières, il y a d'autres habitants, tous plus hauts en couleur les uns que les autres et Mika, eh bien elle va répondre présente. Elle va accepter ce poste et découvrir une autre façon de pratiquer et d'accepter sa magie. Et parmi ces rencontres elle va aussi faire la rencontre de Jamie qui est très protecteur envers les 3 jeunes sorcières et va tout faire pour les protéger de Mika en qui il n'a pas confiance. Dans cette histoire, on va donc suivre le quotidien de tous ces personnages dans cette maison et surtout de l'inquiétante menace qui plane sur eux. Je ne vais pas vous en dire plus ici puisque ça serait gâcher la surprise de ce livre et la raison pour laquelle Mika a véritablement été embauchée, mais ce livre est vraiment un petit doudou parfait pour l'automne. Il y a évidemment question de magie mais il y a toute une ambiance vraiment attachante et chaleureuse qui s'en déploie et encore une fois cela m'a fait vraiment du bien. Pareil, je l'ai lu en voyage et celui-ci je l'ai dévoré mais vraiment en quelques jours. Il était terriblement addictif et je m'y sentais si bien que en fait je passais mon temps à lire quoi et c'était vraiment agréable. Je vous propose de parler encore un peu de magie, mais dans un registre absolument différent. En octobre, j'ai lu une romance. Ce n'était pas du tout un livre par lequel j'étais attirée, mais c'est une lecture dans le cadre d'un book club, et donc j'ai pris cette lecture à bras le corps et je l'ai finalement dévorée, puisque c'était vraiment beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Ce livre, il s'agit de The 7 Year Sleep. Alors, le titre est en anglais, mais j'ai bien lu la version française publiée dans la collection E.H. et c'est un livre de Ashley Poston. L'accroche de ce livre est l'amour est toujours une affaire de timing, et c'est exactement ce dont il est question dans cette lecture. Le synopsis de départ de The 7 Year Sleep n'a rien de celui d'une romance commune. En effet, on y suit Clémentine qui travaille dans l'édition, elle donne sa vie à son travail, elle y passe énormément de temps. Seulement, Clémentine, qui vit à New York, est plutôt triste et morose à l'instant où on la rencontre puisqu'elle vient d'emménager dans l'appartement que lui a légué sa tante récemment décédée. Cette tante avait l'habitude de voyager et lui racontait énormément d'histoires, dont l'une d'elles concernait ce dit appartement. En effet, selon la tante de Clémentine, cet appartement a la capacité de faire voyager son propriétaire 7 ans en arrière ou 7 ans dans le futur. Clémentine, elle n'y a jamais cru, seulement lorsqu'elle s'installe et qu'un jour elle passe la porte et se retrouve dans l'appartement de sa tante tel qu'il était il y a 7 ans, mais surtout habité par un jeune homme, eh bien Clémentine revoit son jugement. Si tout d'abord elle panique, elle comprend vite ce qu'il se passe et elle décide de faire connaissance avec le garçon. Ce garçon, il est décrit dans le résumé comme un jeune homme séduisant qui la fascine sur le champ avec des rêves de cuisinier et beaucoup de charme. Il s'appelle Iwan et ils vont rapidement se familiariser l'un avec l'autre. Seulement, Clémentine a été élevée avec 2 règles par sa tante. La première, toujours enlever ses chaussures avant d'entrer dans l'appartement, et la seconde, ne jamais tomber amoureuse dans l'appartement. Et c'est malgré elle ce qui va se passer, seulement cet appartement ne lui permet pas de retourner 7 ans en arrière dès qu'elle le souhaite, c'est l'appartement qui en fait à sa sauce et évidemment elle ne va pas retrouver Iwan dès qu'elle le souhaite. Sa vie est donc totalement bouleversée, elle ne sait jamais si le soir en rentrant elle va pouvoir le revoir ou non. Évidemment le présent va la rattraper et toutes les choses vont se chambouler. L'incursion du côté fantastique dans ce livre est plutôt bien faite et permet de poser de réelles questions et donne surtout du cachet à cette romance. Je crois qu'en fait c'est véritablement ce qui m'a plu dans ce livre, même si c'était ce qui à la base me rendait réticente à cette lecture, et bien le côté fantastique, cette petite incursion elle semble minime mais elle permet de déployer vraiment une relation complexe entre 2 personnages et cela m'a carrément plu. C'était une agréable lecture, pas inoubliable, mais franchement ça vaut le détour. Autre lecture qui fait du bien et plutôt pleine de douceur, il s'agit de Le Running Club de la Flemme de Bethany Rutter, publié chez Antélion, donc c'est le label Young Adult des éditions Fleurus. J'ai peur de dire une bêtise. Si c'est ça.
Dans ce livre, nous sommes invités à suivre Ruby Morgan, qui est une héroïne haute en couleur, avec beaucoup de répondants et absolument passionnante et sûre d'elle. Bref, le genre d'héroïne qu'on adore. Ruby, elle se présente elle-même comme étant grosse. C'est quelque chose qui fait partie de son identité et qui ne la définit pas pour autant. Bref, elle en parle dans ce livre assez ouvertement, même si elle n'aborde pas spécialement le projet avec ses amis, puisqu'elles ne comprennent pas ce sujet car elles ne sont pas concernées. Et au sein de sa famille, c'est assez délicat, puisque son frère la considère comme étant une flemmarde et que c'est pour cette simple raison qu'elle serait grosse. Et sa petite sœur commence à se poser des questions sur son image et à ne pas s'apprécier telle qu'elle est. Bref, Ruby est un personnage incarné qui a plutôt réponse à tout. Seulement, lors d'une dispute avec son frère, elle lui parie qu'elle est capable de courir la course organisée par son école. Or, Ruby, eh bien elle ne court pas. Le sport, elle n'aime pas spécialement ça, mis à part le roller qu'elle pratique avec ses amis. Mais lorsqu'elle affirme quelque chose, elle va au bout de son idée et elle va décider de commencer à s'entraîner. Le premier entraînement est absolument catastrophique. Ruby ne connaît évidemment rien à la course et finit par vomir au bout de quelques mètres puisqu'elle vient de manger juste avant de courir. Et c'est là qu'elle va revoir son voisin tout juste emménagé, Holly, qu'elle connaissait de lorsqu'elle était toute petite. Elle se souvient de lui, il se souvient d'elle, ils ont déjà échangé quelques jours avant et là il recroise son chemin juste après avoir vomi. Et c'est un Steve qui se retrouve nommé coach personnel de Ruby et va l'accompagner dans sa volonté de réussir cette course. Ce livre, il fait extrêmement du bien et il ouvre les yeux sur le sujet de la grossophobie d'une façon assez intelligente avec le regard vraiment prononcé de Ruby. En le commençant, je vais pas mentir, j'avais un peu peur que le livre en lui-même soit grossophobe et qu'une personne grosse se mette à courir sous la pression du regard des autres afin de perdre du poids. Or ce n'est absolument pas l'objectif de Ruby et c'est absolument pas l'objectif de ce livre. Et pour le coup, eh bien je pense que c'est pour cela que je l'ai autant apprécié. Ruby, elle s'accepte elle-même, elle fait de son mieux pour que sa petite sœur en fasse de même et cette course va être l'occasion de se prouver à elle-même ses capacités mentales comme physiques, mais aussi de prouver à son entourage qui elle est et sa détermination. Bref, une excellente lecture, c'est trop mignon. C'est tout ce que j'ai à dire, trop mignon, ça remonte le moral, c'est pétillant et je pense que c'est vraiment un livre à découvrir dès le collège. Sincèrement, je pense que dès le collège, c'est vraiment une bonne lecture. Avant de vous parler de livres un petit peu plus durs, notamment dans les sujets, mais aussi dans la plume puisque certains d'entre eux sont des livres de littérature générale, eh bien je vais vous parler d'un livre jeunesse, une petite douceur. Il s'agit de L'étoile de Mo, c'est publié aux éditions Helium et c'est de Yenju Choi, j'arrive pas à lire la typo, c'est un peu la honte quand ça arrive ce genre de choses. Yeonju Choi, je pense que je le prononce mal, mais c'est un illustrateur que je suis sur les réseaux sociaux depuis super longtemps. Et lorsque j'ai vu ce livre sur les tables de librairie, eh bien je n'ai pas pu résister. J'ai évidemment acheté cet album sur un coup de tête parce que j'ai reconnu ce petit chat qui est présent sur l'Instagram de l'illustrateur et que j'adore. Et me dire que je pouvais lire une histoire entière sur Mo. Et bien bref, j'ai craqué et c'est une excellente découverte, même un coup de cœur. Dans ce livre, nous suivons donc Mo, ce petit chat. Il vit au cœur de la forêt avec toute sa famille. Seulement par une nuit d'automne, eh bien, il ne parvient pas à dormir. Et il est le seul. Mo voit une étoile et celle-ci disparaît et il décide de partir à sa recherche. Et il va faire la rencontre d'énormément d'animaux qui vont lui venir en aide pour retrouver cette étoile. Seulement tout le long du chemin, on lui répète de faire attention à l'ours, au terrible ours qui vit au creux de la forêt. Et évidemment, Mo, après avoir fait maintes rencontres, eh bien, il va tomber sur ce dit ours et être surpris. Cette histoire, c'est une histoire d'acceptation de l'autre, de partage et de tolérance. Bref, c'est une petite douceur portée par des graphismes absolument géniaux. Je suis amoureuse du style graphique de cet illustrateur et découvrir cette histoire qui est plutôt longue pour un album jeunesse, enfin plutôt longue, en fait on dirait un petit roman mais en fait c'est un album jeunesse. Bref, l'illustrateur se fout pas de nous, il nous délivre une histoire vraiment riche graphiquement parlant mais aussi attendrissante dans la narration. C'est une excellente découverte, un coup de cœur que je vous recommande. Avant de passer à la littérature générale, je vais vous parler d'un autre graphique. Cette fois-ci, ce n'est pas un jeunesse, mais il s'agit d'un roman graphique qui, je pense, s'adresse aux young adultes. Il s'agit de Lunar New Year Love Story. C'est de Jenny Luen Yang et Lu Yang Pham. Une nouvelle fois, je pense que je prononce mal, mais ces deux auteurs, donc illustrateurs et scénaristes, ont pondu une pépite. Vraiment. Ce graphique, je l'ai acheté à l'aéroport avant mon retour en France. En fait, je n'avais plus de lecture. Ça faisait 4 jours que je n'avais plus un seul livre à lire. J'étais refaite de trouver une librairie. Bon, une librairie dans un aéroport. Évidemment, c'est un petit peu cher, mais j'étais contente de pouvoir trouver un graphique. D'autant plus que celui-ci, ça faisait un bon moment que je voulais l'acheter et le lire. Et bien, ça tombait un petit peu trop parfaitement pour le laisser passer. Dans ce livre, nous suivons dès son enfance Valentina qui vit avec son père. Valentina, sa célébration préférée, eh bien, ce n'est pas Noël ou encore le Nouvel An. Bref, que sais-je, sa fête préférée, eh bien il s'agit de la Saint-Valentin. Seulement Valentina, elle vit juste avec son père, puisque sa maman est décédée, elle n'en sait pas beaucoup plus puisque son père n'en parle absolument jamais. Valentina, elle est accompagnée d'un fantôme, ami imaginaire, je ne sais pas exactement comment le décrire, qui s'appelle Saint-Vie. C'est un petit ange,
qui flotte à côté d'elle et avec qui elle compose les cartes de Saint-Valentin qu'elle va offrir à tous les membres de sa classe. Seulement un jour, eh bien, la Saint-Valentin ne va clairement plus être sa fête préférée pour de nombreuses raisons, notamment une raison familiale. Valentina, elle va peu à peu perdre pied, mais elle va refaire surface grâce à un club de danse. Elle va découvrir les Lion Dance. J'ai peur de dire des bêtises dans ma traduction parce que c'est en anglais et que voilà... je suis pas très douée. Grâce aux danses, aux Lion Dance, donc les danses d'origine asiatique qui font partie du folklore chinois, il me semble coréen, bref, dans lequel deux danseurs sont dans un costume de lion, un à la tête, un à la queue, et ils dansent de façon synchronisée dans des pas très précis. Et selon les croyances, une danse parfaitement effectuée appelle la bonne fortune. Et Valentina va découvrir ça et tomber amoureuse d'un garçon. Du moins, elle croit tomber amoureuse de ce garçon. Il semble tout lui apporter et tout avoir pour lui. Valentina, grâce à ça, elle va reprendre foi en l'amour, elle va reprendre confiance en elle, en la Saint-Valentin, seulement elle semble poursuivie par un genre de malédiction, tout comme le reste de sa famille, puisque aucun mariage n'a été heureux, aucune union n'a été heureuse dans sa famille depuis des générations, et Valentina est persuadée qu'elle aussi, elle est maudite. Du coup, elle hésite très clairement à rentrer dans les ordres et à devenir bonne sœur. Oui, oui, absolument. Il n'y a pas d'entre-deux, soit elle est amoureuse, soit elle veut devenir bonne sœur, mais c'est plutôt compréhensible au vu du passif de sa famille. Et surtout, elle est incitée par sa grand-mère, qui lui donne tous les bons arguments possibles et imaginables pour que sa petite fille rentre dans les ordres. Cette histoire, elle englobe énormément de thématiques, mais avec une justesse assez déstabilisante, j'ai envie de dire, même si déstabilisante n'est pas vraiment le mot. Mais ce graphique, il parvient à mettre énormément de choses sur la table, à traiter tous ces sujets de façon pertinente, sans pour autant être pesant, trop lourd. Bref, c'est un juste milieu absolument bien trouvé. Donc il y est évidemment question de famille, de confiance, d'amour, il y est aussi question de tradition, de passion, enfin bref, c'est énorme. Et puis il y a une petite part de fantastique avec ce Saint-Vie, ce fantôme qui semble l'accompagner puis la poursuivre lorsque les choses dégénèrent. Bref, c'est un roman graphique avec suffisamment d'humour pour être assez léger, mais une dose assez grave, avec des sujets comme le mensonge, la mort, la trahison, enfin bref. Beaucoup de choses rentrent en compte, et ça fonctionne tout de même. Bref, excellente lecture. Je l'ai lu d'une traite dans l'avion, impossible de m'arrêter, et c'était vraiment bien. Le prochain livre dont je vais vous parler a frôlé le coup de cœur, mais je pense que j'ai étalé sa lecture sur une trop longue plage temporelle, et du coup je pense que je suis passée à côté du coup de cœur, mais c'est une excellente lecture, genre... C'est un livre que je pense pas oublier de sitôt, je ne me souviendrai pas de tous les... Je me souviendrai évidemment de pas... Je ne me souviendrai évidemment pas de tous les... J'arrive pas à formuler cette phrase. Évidemment, je ne me souviendrai pas de tous les détails indéfiniment puisqu'il est extrêmement riche et surtout extrêmement long. C'est une grosse pavasse, mais vraiment ce livre vole le coup de cœur. Il s'agit de Le Pacte de l'eau de Abraham Verghese, c'est publié aux éditions Flammarion. Je pense que de moi-même je ne me serais jamais lancée dans cette lecture, mais pareil, c'était une lecture pour un book club et je ne regrette absolument pas de l'avoir découvert. Dans ce livre, on se retrouve en Inde, en 1900, et dès les premières pages, on est plongé dans un autre temps, celui du mariage d'une jeune fille de 13 ans avec un homme beaucoup plus vieux. Cela n'est que le prologue, cela ne signe absolument pas l'entièreté de l'histoire, puisque ce livre court de 1900 à nos jours. C'est vraiment une fresque familiale, on y suit énormément de personnages et surtout énormément de générations qui vont se succéder dans le domaine familial. C'est absolument impossible de résumer plus de 800 pages aussi riches, tant dans la narration que dans les descriptions, que dans la complexité des personnages, mais on suit génération après génération l'histoire d'une famille qui est maudite, sur laquelle pèse une malédiction. On le découvre assez rapidement dès le début de l'histoire, puisque au cœur de chaque nouvelle génération, au moins une personne meurt de noyade. Ça semble bien fantastique sur le papier, mais toute chose a une explication, et c'est ce qu'on découvre au fil de l'histoire. C'est une trame de fond, évidemment, cette malédiction prend pas mal de place lorsque des événements tragiques se produisent. Elle est un peu un point névralgique qui suit toute la narration, mais à mes yeux elle n'est pas non plus essentielle, puisque une grande part de l'histoire réside simplement dans les relations qu'entretiennent des personnages. Tout ce qui va peupler une vie parvient à être regroupé dans ce livre, et c'est ce qui en fait sa force. Ce livre, il a une grande part médicale, plusieurs personnages sont médecins, font des études de médecine, il y a beaucoup de détails liés à cette science, à la science de la médecine, avec des opérations bien détaillées, pour mon plus grand plaisir. J'ai eu plusieurs coups de chaud dans le métro en lisant ce livre, où je me suis sentie vraiment pas bien tant c'était détaillé, bien fait. J'ai cru que j'allais m'évanouir, clairement. Mais impossible de passer non plus ces passages, tant ils sont bien écrits, on sent que l'auteur sait de quoi il parle, et pour cause, il est médecin.
en Californie. Ce livre, il est assez descriptif, mais pas dans le détail des paysages. C'est assez spécifique. Je pensais être vraiment plongée dans l'Inde, vraiment avec des détails très précis et présents sur des descriptions de l'environnement des personnages, et ce n'est pas le cas. Pourtant, on se retrouve vraiment en Inde et c'est surtout des sensations, des ressentis des personnages qui fabriquent cet univers. C'est riche et vraiment, en fait, je me rends compte que j'ai du mal à en parler tant j'ai apprécié cette lecture, tant elle m'a accompagnée sur un long moment et tant il y a de choses à dire en fait. Enfin bref, vraiment j'ai trop aimé, et l'auteur parvient à nous emmener sur des pistes qui ne sont pas du tout attendues, notamment dès le début avec la scène du mariage d'une jeune fille de 13 ans avec un homme beaucoup plus âgé. Eh bien, elle se révèle pleine de respect et on se rend compte que l'auteur ne cherche pas à faire du sensationnalisme, à montrer des horreurs pour montrer des horreurs. En fait, il cherche vraiment à construire un récit ancré autour de l'histoire familiale, et eh bien c'est réussi. Je recommande très clairement ce livre, mais il faut savoir dans quoi on s'engage. Ça reste 800 pages, c'est lourd, c'est long, mais qu'est-ce que c'était bien. Et le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui m'a absolument bousculée. En fait, je suis pas ressortie indemne et je pense pas que je vais trouver les mots justes pour en parler, donc pardonnez-moi pour ça, mais évidemment je le recommande. Ce livre, il s'agit de Tomber du ciel de Alice Develay, c'est publié aux éditions L'Iconoclaste, c'est un livre de leur rentrée littéraire, et ce livre, il parle d'anorexie. Il parle d'anorexie, pose plein de questions sur comment peut-on tomber malade à cet âge, comment peut-on en venir à ne plus vouloir s'alimenter, ne plus le pouvoir. Et toute cette histoire, elle est racontée à travers les yeux d'Alice, qui a 14 ans et qui est internée de force à l'hôpital et qui va subir pendant plus d'1 an des traitements révoltants qui sont censés l'aider, mais qui ne semblent absolument pas être appropriés à ce que vit cette adolescente qui a besoin surtout d'un accompagnement psychologique. On suit donc Alice, 14 ans, qui se retrouve à l'hôpital et qui, dès les premières pages, dit qu'elle va se suicider. C'est une décision qu'elle n'a pas prise à la légère, elle n'en peut simplement plus des traitements qu'on lui inflige à l'hôpital, et elle a décidé qu'elle allait mettre fin à ses jours et fin à cette douleur. Mais avant de décéder, elle veut tout consigner dans un carnet, tout raconter, tout écrire, et c'est ce qu'elle fait, et c'est ce qu'on lit dans ce livre. Ce livre, c'est un roman sur l'adolescence, sur une révolte, mais aussi sur l'amitié. C'est un livre qui fait mal, simplement parce que les paroles d'Alice, elles ne sortent pas de nulle part. L'autrice est concernée par le sujet et s'est inspirée de sa propre expérience pour transcrire la complexité de cette maladie. C'est difficile à lire dans le sens où, oui, les paroles ne sortent pas de nulle part, elles sont parfois dures, et l'autrice ne prend pas de pincettes, c'est absolument pas le but de ce roman. Il n'y a absolument pas question non plus de résilience, ce n'est pas le sujet de ce livre. Il y a énormément de colère qui habite ce livre, et surtout ce personnage, mais en même temps cette colère on la comprend. C'est tellement bien écrit, la plume est tellement poétique, tellement belle, qu'il est absolument impossible de ressortir indemne de ces lectures, ni pour moi d'y mettre un terme malgré la difficulté de ce qu'on lit, la douleur qui se ressent entre les pages de ce livre. Bref, cette lecture m'a complètement chamboulée, je pense que je vais avoir du mal à en dire plus. J'ai écouté une bonne partie de celle-ci en audio, en ramassant des coquillages au bord de la mer, c'était beaucoup plus facile, mais vraiment c'est une lecture qui m'a fait froid dans le dos par la douleur qu'éprouvait son personnage principal. C'est une lecture qui vraiment remet les cartes sur table, pose les bonnes questions et permet au lecteur de remettre en question sa vision de cette maladie et de tous les troubles du comportement alimentaire. Bref, c'est vraiment un livre puissant qui m'a déstabilisée et que je recommande. Voilà pour mon bilan d'octobre, j'ai lu tous ces livres, d'autres s'ajoutent à la pile, il s'agit de livres qui ne sont pas encore édités, du coup je vous en parlerai plus tard, mais voici déjà mon gros bilan d'octobre. Je suis trop contente d'avoir lu tous ces livres et surtout découvert toutes ces pépites, puisque je n'ai vraiment aucune déception parmi tous ces livres, ce qui est assez incroyable je trouve pour le nombre de lectures que cela représente. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si l'un de ces livres vous tente ou que vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je serais heureuse d'échanger avec vous à ce propos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!